OK. Alors, dans cette deuxième capsule-ci, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce graphique-là. On a déjà dit que ce graphique-là, qui est la racine carrée de x en fonction du temps, notre hypothèse, c'est que si les équations de la cinématique sont valides, notre hypothèse est que la racine carrée de x en fonction du temps devrait être une ligne droite. On va essayer de valider cette hypothèse-là. On va procéder avec notre graphique. On va passer par des choses simples. D'abord, on va rajouter un titre au graphique. Comment fait-on? Ben, on va dans création. On peut ajouter ici, ajouter des éléments au graphique. On choisit titre des axes, l'axe horizontal. Ou par exemple, l'axe horizontal, vous devriez entrer quelque chose comme temps. Je vais le faire une fois. Temps avec les unités secondes. Vous entrez ça, vous cliquez sur Entrée. Ça, et vous avez ça. Vous feriez la même chose pour l'axe vertical. Titre des axes, l'axe vertical. Vous écrivez ici ce que vous penserez être bon. OK? Blabla. Le titre du graphique, vous pouvez y aller par là ou juste tout simplement cliquer ici. Vous effacez ça et vous entrez ce que vous croirez être le bon titre pour le graphique, tout simplement. Bon, maintenant, un autre point, parce que vous allez voir tout à l'heure, on va entrer de l'information dans le graphique. Il serait préférable, c'est ma préférence, qu'on enlève les quadrillages. Donc, on va dans éléments du graphique, on va aller regarder quadrillage. Il y a déjà des lignes horizontales. Si on clique ici, il va les enlever. OK, les enlever. On va faire la même chose pour aller enlever les lignes verticales et voilà. On a maintenant un graphique dans lequel il y a nos points. C'est nos points expérimentaux. Je répète que dans votre cas, étant donné que les nouveaux montages ont un peu plus de frottement, vous allez avoir plus de dispersion. Là. Ça ne sera pas si beau que ça. Bon, l'autre montage, il n'y avait pas de frottement, mais il faisait un bruit épouvantable. OK. Bon, d'un premier temps, on veut représenter l'incertitude qu'il y a sur nos points, l'incertitude sur la position verticale, la racine de x, et l'incertitude sur la position horizontale sur le temps. Comment fait-on? On va d'abord aller cliquer sur la série de points. On pourrait cliquer à droite, mais vous pouvez venir ici, ajouter éléments de graphique. Je dis cliquer à droite avec la souris. On veut ajouter des barres d'erreur. On va aller dans autres options de barres d'erreur. Et là, par défaut, Excel va commencer par les barres d'erreur verticales. On choisit positive et négative, c'est ce qu'on va vouloir faire. Plus quelque chose ou moins quelque chose. Notre valeur est racine de x plus ou moins 0.03. On va choisir sans empattement. Mais ici, au lieu de donner une valeur fixe d'erreur ou un pourcentage fixe, on va lui dire qu'on veut des valeurs personnalisées et il nous demande, c'est quoi des valeurs? Spécifie une valeur. Et là, il vous offre des possibilités. Bon, vous effacez ce qu'il a fait et vous dites, pour les valeurs positives en x, tu vas prendre ça. Alors, pour le 3.18, il va prendre plus 0.03. Pour le 7.75, plus 0.02. Pour les valeurs négatives, dans notre cas, on va encore reprendre les mêmes valeurs. Nous, on prétend que dans notre cas, c'est la même incertitude en plus et en moins. Ce n'est pas nécessairement le cas sur toutes les expériences que vous pourriez faire en physique. Je vais effacer ça temporairement et je vais revenir ici. Bon, Excel a entré les incertitudes verticales, puis il a présumé, il a donné une valeur fixe aux incertitudes horizontales. On sait bien que ça ne peut pas être bon, ça. On va aller cliquer sur l'une d'entre elles. On va de nouveau choisir barre d'erreur, autre option, et il sait maintenant qu'on va faire les barres d'erreur horizontales. Même chose, sans empattement, personnalisé, spécifier une valeur. Maintenant,
Notre incertitude sur le temps, ben, c'est cette colonne-là. Et en plus et en moins, même chose, cette colonne-là. Et voilà. OK. Alors, je vais effacer ça temporairement. Voici, on a nos points. Maintenant, on ne voit pas nos barres d'erreur. Pourquoi? Ben, parce qu'elles sont, l'erreur, les vôtres vont être plus grandes que ça. Mais l'erreur est plus petite que ce qu'on appelle le motif du point. Le point, en ce moment, il est représenté par des cercles qui ont une certaine dimension. On va de nouveau cliquer sur la série. Pardon, on va cliquer sur la série. Oui. Bien, on va y arriver. Voilà. Maintenant, vous pouvez cliquer à droite sur... vous devez cliquer à droite. Tout ce que je vous raconte est écrit à la fin de votre manuscrit, guide des travaux pratiques, mais également traité dans les vidéos de Marie-Elisabeth Sicard. Cliquez à droite sur la souris et là, on vous offre mettre en forme une série de données. Ce qu'on va faire, on va aller voir les motifs, le marqueur qui est utilisé, les options du marqueur, et on va prendre une taille prédéterminée. Le type en ce moment, c'est des cercles, mais ça aurait pu être des triangles, n'importe quoi. On peut le laisser en cercle, on peut choisir d'autres choses. Et on va le réduire jusqu'à 2. On ne veut pas aller plus bas que ça non plus, on ne veut pas cliquer sur aucun. Si vous cliquez sur aucun, il n'y aura plus de motif, mais vous ne verrez plus vos points, vous ne pourriez plus rien faire non plus. OK, alors on choisit ça, et voilà. Maintenant, nos points sont ici et on est capable de voir quand on se rapproche de beaucoup et qu'on met nos lunettes, OK? On est capable de voir qu'il y a les barres d'erreur. Je le rappelle, pour vous, ça va être plus évident. Il nous reste maintenant quelque chose à faire. J'ai dit tout à l'heure que la théorie du MRUA nous dit que la racine de x en fonction de temps devrait être une droite. Ça ressemble à une droite, mais on va aller le valider. Et là, on va demander à Excel de déposer une courbe de tendance. Et c'est là qu'on va mettre notre hypothèse en jeu. Alors, je vais cliquer ici et je vais dire ajouter une courbe de tendance ou comme tout à l'heure, on aurait pu aller dans ajouter quelque chose au graphique. Ajouter une courbe de tendance. Maintenant, Excel, il n'y a pas de théorie Excel sur MRUA. Il dit, c'est quoi tu veux? Une exponentielle, une logarithmique, une linéaire, une polynomiale? Nous, notre hypothèse, c'est que ces points-là sont reliés par une relation linéaire. C'est cette hypothèse-là qu'on veut valider, voir si elle est vraie ou fausse. Alors, on choisit linéaire. On va lui demander d'afficher l'équation sur le graphique. Donc, c'est quoi la pente et l'ordonnée à l'origine. Et aussi le coefficient de détermination. Ce coefficient-là va nous dire avec quel degré de confiance on peut dire que ça semble être une droite. Or, voici. Excel me dit que la pente de cette droite-là est de 5,066 et que l'ordonnée à l'origine est de 0,5067, mais surtout que le coefficient de détermination est de 1. Ce que Excel vient de me dire, c'est que tu peux avoir un degré de confiance de 100% que ton hypothèse, à l'effet qu'il y a une relation linéaire entre racine de x et le temps, est valide. OK? Or, on a mis notre hypothèse en jeu. C'est nous qui avons dit à Excel, je crois que c'est une droite. Ce n'est pas Excel qui l'a décidé, c'est nous qui l'avons décidé. OK. Maintenant, je vais retourner, parce que ça ne suffit pas. On sait qu'on a une incertitude sur le temps et une incertitude sur racine de x, donc ça pourrait monter plus ou moins. La pente qui est là, c'est une pente, celle qui représente le mieux
nos données du jour, pente que je vais appeler la pente nominale. Mais si je refaisais 100 fois la même expérience, étant donné mes incertitudes sur le temps ou sur racine de x ou sur x, ben, j'aurais peut-être des pentes différentes. Or, je veux aller voir ce qu'on va appeler les pentes extrêmes ou les droites extrêmes. OK. Alors, je vais revenir temporairement au guide de travaux pratiques et on va aller voir ce que je m'apprête à faire et ce que vous allez avoir à faire dans vos deux graphiques. Graphique de racine de x en fonction du temps et de v en fonction du temps. On a ici la droite nominale, celle que je viens de dire, celle à propos de laquelle je viens de dire qu'elle représente le mieux vos données du jour. Mais comme il y a des incertitudes sur le temps et sur racine de x, on regarde, la pente aurait pu être aussi accentuée que ci, ou bien aussi diminuée que celle-là. On va se trouver à rajouter aux extrémités de nos valeurs expérimentales des nouveaux points qu'on va situer sur le prolongement de la droite nominale, celle qui représente le mieux nos valeurs du jour. On va leur donner des incertitudes et après ça, on va tracer la pente extrême et la pente max et la pente min. Et entre ces deux pentes-là, on va être capable de déterminer l'incertitude sur la pente nominale. Ici, on vous indique comment calculer ce point ici, ce point-là, lui et là. Je vais vous amener rapidement, si vous aviez à faire, et dans cette session-ci, ça ne nous arrivera pas, mais dans d'autres cours, vous pourriez avoir à faire la même chose, mais sur un graphique dans lequel la pente est négative. Alors, vous verriez que dans ce cas-là, au lieu d'avoir cette définition-là des points, pour une pente négative, vous auriez une autre définition. Mais je voulais juste vous le signifier pour que vous sachiez comment trouver cette information-là. Maintenant, on va aller faire ça dans notre fichier Excel. OK. Alors, j'ai dit qu'on voulait tracer des nouveaux points aux extrémités de la droite. On les appelle les nouveaux points. On les situe dans le prolongement de la droite nominale. On va une valeur de temps un petit peu avant le 0,5284, une valeur de temps un petit peu plus loin que le 1,767, le un petit peu étant un petit peu arbitraire, mais on ne veut pas le mettre trop loin parce que nos valeurs expérimentales seraient perdues. Alors, je vais décider, mettons que je vais à 0,475, un petit peu avant le 0,5284, et pour l'autre, je vais prendre 2,00. OK, maintenant, c'est une valeur de x et une valeur de y. Je n'ai pas pris ces mesures-là. Mais étant donné que j'ai une confiance de 100% que ma droite est bonne, je vais utiliser l'équation de la droite pour dire si j'avais pris une mesure à 0,475, quelle aurait été vraisemblablement la valeur de racine de x, mais il va falloir que j'utilise la pente et l'ordonnée. Et là, vous n'allez pas les rentrer à la main. Vous allez utiliser ici les fonctions d'Excel. On va faire égal, pente, il m'offre pente, OK, je double-clique sur pente, et là, il me dit, tu dois me dire, ça va être quoi tes y connus. Mais y, j'ai dit, ça va être ceux-là. Il me dit d'entrer un point virgule et d'entrer les valeurs de x connues, c'est ça, je pèse sur retour, et j'ai 5.066 qui est bien celui du graphique. Pour l'ordonnée à l'origine, même combat, égal, ordonnée, double-clic, sur quoi? Les y, point virgule, les x, point virgule, 0,5067. OK. Maintenant, vous allez avoir dans votre rapport de labo à me faire des exemples de calcul. Pour chacune des fonctions qui est rentrée ici, vous allez, bon, c'est toujours la même fonction, vous allez rentrer un exemple de calcul.
la fonction algébrique telle qu'elle est décrite dans votre cahier. 0,0001 plus 0,01% de la valeur plus l'écart divisé par 2. Ensuite, une valeur avec les chiffres et le résultat. Pour les pentes, je ne veux pas que vous m'écriviez que la pente, c'est y maximal moins y minimal divisé par x maximal moins x minimal, parce que ça me met en furie. Pourquoi? Parce que si on utilisait juste deux valeurs pour calculer la pente, on se demande pourquoi on vous aurait fait prendre 10 mesures différentes. C'est pas comme ça que Excel calcule la pente. Ce que Excel fait, c'est qu'il trouve la droite qui passe le moins loin possible de l'ensemble de vos points. Alors, juste pour expliciter ça un peu, parce que c'est très important. Regardez ici sur ce graphique-là, vous voyez que la droite nominale ne passe par aucun des points. Elle passe à côté de chacun, mais par un calcul qu'on appelle la régression linéaire, que je vais aller vous montrer quelque part. On trouve la droite qui minimise l'erreur entre chacun des points et la droite, ou le carré de l'erreur. Bon, c'est un calcul de régression dans lequel on utilise le calcul différentiel pour trouver la meilleure droite, celle qui passe le moins loin possible de l'ensemble de vos points. Alors, vous regarderez dans les exigences générales pour le rapport, je vous dis, je ne veux pas que vous me donniez un exemple de calcul ni pour la pente, ni pour l'ordonnée à l'origine, ni même pour les nouveaux points. Je ne vous le demande pas. D'abord, pour la pente et l'ordonnée à l'origine, c'est cette longue formule-là que vous ne pourrez pas reproduire. Et pour les nouveaux points, ça serait trop long. Je vais avoir votre fichier et je vais savoir si vous l'avez appliqué correctement. Bon, alors j'ai trouvé une valeur, j'ai inventé une valeur de x, j'ai les équations de la droite. Alors je fais faire égale la pente fois le x que j'ai choisi plus l'ordonnée à l'origine. Ça me dit que si j'avais pris une valeur une mesure à 0,475 secondes, la valeur de racine de x aurait vraisemblablement été 2,91. Alors, je vais faire comme tout à l'heure et je vais copier ça vers le bas. Et, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Et là, ça va être la différence entre un référencement relatif et un référencement absolu. Ici, vous avez vu, ça dit, prends B31 multiplie par G35 plus C31. Or, Excel s'est fait dire, va un certain nombre de colonnes à gauche, monte d'un certain nombre de lignes en haut, prends ça. Maintenant, quand il arrive en bas, il fait le même nombre de colonnes à gauche, le même nombre de lignes en haut, il arrive sur 0. Or, ici, ce qu'on va faire, au lieu de B31, comme ça, on va introduire des signes de $ devant la colonne et devant la rangée. On va faire la même chose pour C, colonne et rangée. Et ça veut nous dire, va à la cellule B31. Pas un certain nombre de colonnes à gauche, un certain nombre de lignes en haut, va à B31 ou va à C31. Maintenant, quand je vais copier ça vers le bas, voilà, là, ça a fonctionné. OK? Alors, référencement relatif, référencement absolu ici. Maintenant, si on se rappelle ce qu'on veut faire, c'est ça. On veut trouver ce point-là, x1 plus delta x, à y moins delta y, et ce point-là. Alors, on va aller le faire dans Excel. On va dire, l'incertitude d'abord. L'incertitude, on va dire, prends l'incertitude du chiffre le plus proche. Même chose ici, égale l'incertitude du chiffre le plus proche. Écrivez vraiment les cellules, parce que si jamais à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez fait des erreurs ici, vous n'aurez pas besoin de tout refaire. Ça va se faire automatiquement. Ici, l'incertitude égale cette cellule-là, égale cette cellule-là. OK?
Bon, maintenant, je veux entrer les points extrêmes. Je dis égal x1 plus delta x1. Ça, c'est le x1 plus delta x1. Son y à lui, on a dit c'était y1 moins son delta y. Pour l'autre, si on va retourner le voir, pour l'autre ici, ça va être l'inverse. Ça va être x2 moins delta x et y2 plus delta y2. Vous prendrez la peine de bien comprendre ce graphique-là et de bien comprendre pourquoi on choisit les lignes de cette manière-là pour avoir une pente maximale et une pente minimale. C'est important de savoir ce qu'on fait. OK. Maintenant, ici, ça va être égal x2 moins son delta x. Et ici, ça va être le y2 plus son delta y. OK. Maintenant, ces points-là, on veut aller les projeter dans le graphique. On va faire la même chose que tout à l'heure. On va sélectionner les deux colonnes. Je viens de sélectionner la première. Je pèse sur CTRL et sélectionne la deuxième. On peut aller dans Copier ou bien on peut faire CTRL-C. Maintenant, Excel sait que vous venez de mettre 4 chiffres en mémoire, mais il ne sait pas ce que vous voulez faire. Vous allez cliquer dans le graphique. Et là, je répète, ce que je vous dis là, c'est écrit dans votre guide des travaux pratiques dans les pages 60 quelques et suivantes, 65 et suivantes. On va aller demander à Excel un collage spécial. Collage spécial. Lui, il nous dit, il sait déjà qu'il y a 4 points. Il dit, ça va être des nouveaux points ou si ça va être une nouvelle série. Si on dit des nouveaux points, ben, il va les mettre sur la même série. Nous, on veut que ce soit une nouvelle série parce que c'est une autre droite. Nouvelle série. Les valeurs de Y sont en colonne. Les abscisses, c'est dans la première colonne. On le fait et on souhaite que ça marche. Ça va bien fonctionner. Bon. Maintenant, là aussi, on va vouloir faire la même chose que tout à l'heure. On va vouloir savoir c'est quoi la courbe de tendance. Alors, on va cliquer sur ce point ici, à droite, et on va ajouter une courbe de tendance. Et là, ben, il y a 2 points, c'est obligé d'être une droite. OK? Et c'est notre interprétation. Bon, ça nous prend absolument l'équation sur le graphique. Vous pouvez rajouter le coefficient de détermination, mais comme il y a 2 points seulement, c'est obligé d'être 1. OK? Alors, c'est pas nécessaire. On y va. Et il a rajouté l'autre pente qui me semble être ici. On va s'arranger pour que ce soit différent. On pourrait ici entrer et écrire Y max. Oups. Bon, je l'ai perdu. CTRL Z, belle invention. On peut aller ici et changer ça. Une pente max. Or, on voit que la pente nominale est de 5,066. La pente maximale, donc ça pourrait aller jusqu'à 5,117. Voici. Je vais vous laisser faire par vous-même les points pour la pente minimale. Vous suivez le protocole. Ici, vous allez entrer la valeur de la pente maximale égale pente, double-clic, on choisit la fonction, ces y-là, point virgule, ces x-là, entrée, 5,117, c'est bien. Bon, je ne le ferai pas pour vous, c'est la même continuité que vous allez avoir à faire. Vous allez faire la même chose, des nouveaux points pour la pente min. Vous allez écrire la pente ici. Et là, je vous ai dit tout à l'heure, on va retourner le voir, que de ce graphique-là, on peut tirer
l'information sur l'accélération. Ça va être 2 fois le carré de la pente. Alors, si on revient là, il va falloir trouver la pente. La pente, quelle est-elle? Ben, la pente, c'est celle qui représente le mieux nos valeurs du jour. Ça va être celle-là qu'on va prendre. OK? On va dire égal, prends cette valeur-ci. Maintenant, l'incertitude, ben, ça va être la pente max moins la pente min divisé par 2. Et quand on va arriver ici pour calculer l'accélération, ben ici c'est K48, OK? Oups. Égal ça. Bon. Non, c'est pas ça que je voulais. Égal ça. OK? Encore là, dépendamment de l'incertitude, on verra à combien de chiffres limiter notre incertitude, notre pente. Ici, ben, on devrait rentrer une fonction égale 2 fois cette pente-là, accent circonflexe, au carré. Ça serait l'accélération. Pour l'incertitude, ben, comme on vient de calculer, c'est une incertitude sur une valeur calculée, ben, vous pouvez utiliser la valeur des extrêmes, 2 fois le carré de cette pente-là plus son incertitude, moins 2 fois le carré de cette pente-là moins son incertitude, ou bien utiliser la méthode des extrêmes sur la puissance. OK? Ça, c'est votre choix. Je vous recommande la règle sur la puissance. OK, juste rapidement. Je n'ai pas de chiffres à vous montrer ici, mais vous allez avoir à faire un graphique de la vitesse instantanée en fonction du temps. Et si encore là, notre théorie est bonne, V égale V0 plus AT, si on a trouvé un moyen de mettre V0 égale à peu près 0, on a V égale AT, c'est l'équation d'une droite encore là. Or, si notre théorie est bonne, le graphique de V instantané, la vitesse instantanée, l'autre c'était on aurait fait la vitesse moyenne, en fonction du temps, devrait être une droite et vous allez refaire exactement tout ce qu'on vient de faire ici pour aller tirer une autre valeur d'accélération. À la fin de votre rapport, vous allez comparer les deux valeurs d'accélération. Ouais, OK, c'est un peu plus loin. On va faire des diagrammes de chevauchement. Voilà. Vous allez avoir une valeur tirée du graphique numéro 2, racine de x en fonction du temps, et une valeur tirée du graphique 3, la vitesse instantanée en fonction du temps. C'est le même chariot avec la même masse suspendue, ça devrait être la même accélération. Alors, vous allez représenter, et c'est bien décrit dans les vidéos de Marie-Elisabeth Sicard, vous allez vous faire un petit graphique comme ça, diagramme de chevauchement, une valeur avec son incertitude, l'autre valeur avec son incertitude. Si les deux valeurs se chevauchent, c'est-à-dire si les plages d'incertitude, même si c'est très peu, si elles se chevauchent, on peut dire que nos deux valeurs sont compatibles. Ici, on ne fera pas cette session-ci, cette mesure-là, mais ce serait la valeur du 9,81 mètres secondes carrés, théorique, avec un peu d'incertitude, plus ou moins 0,01, avec ce que vous auriez eu à faire en laboratoire, vous auriez eu plus d'incertitude. Mais si votre valeur avec ces incertitudes inclut le 9,81, vous pouvez dire, ben, ce que j'ai calculé, c'est vraisemblablement la constante d'accélération. En tout cas, ça tombe à l'intérieur de mon incertitude. Ce que vous avez à faire dans le graphique 1 et dans les deux autres labos qu'on va faire, vous allez comparer deux valeurs entre elles et vous allez dire, ben, si mes deux valeurs d'accélération sont compatibles, c'est-à-dire si elles se chevauchent avec leur plage d'incertitude, ben, j'ai vraisemblablement mené les manipulations de façon correcte, puisque ça devrait être la même accélération. Ou bien dans le tout dernier laboratoire, on va appliquer la loi de conservation de l'énergie. On va avoir défini une notion qui s'appelle le travail et l'énergie cinétique du chariot, 1 demi mv carré.
Et la théorie prétend que les deux doivent être égaux à l'intérieur de leurs incertitudes. Et là, on va pouvoir dire la théorie est validée ou bien elle ne l'est pas. OK? Alors, c'est à ça que va servir le diagramme de chevauchement. Alors, je complète ici ce que je voulais vous dire dans ces deux diapos sur deux vidéos sur le traitement Excel. Je répète, tout ce que je viens de dire, vous l'avez à la fin de votre guide des travaux pratiques, tant sur les considérations générales de l'incertitude et que le traitement dans Excel, vous l'avez à la fin de votre guide des travaux pratiques. Vous aurez ces deux capsules-là sur YouTube dans le module, dans le playlist 203 NYK05 module 1. Et vous aurez aussi les capsules vidéo de Marie-Elisabeth Sicard sur la ligne, sur la page du département de physique du collège.